va aborder à l'échelle de l'exploitation les déterminants d'une transition agroécologique avec des personnes qui ont les mains dans la terre et d'autres qui étudient tout ça. Et avec un format qui sera aussi favorable aux échanges. Donc j'essaierai de me tourner pour voir tout le monde au fur et à mesure. Ça va pas être forcément facile, mais voilà. Donc, on est une fois encore sur un sujet vaste. Je pense que vous l'avez compris ce matin, avec tous ces scénarios qui nous ont été montrés. On va voir maintenant quelles sont les raisons qui poussent à entrer dans l'agroécologie à l'échelle d'une exploitation. On va revenir aussi sur les aspects de réalité économique que ça représente lorsqu'on convertit sa ferme, sur les risques et les incertitudes de ce choix. Et on reviendra également, si possible, sur les aides et les soutiens qui existent en la matière. On l'a dit ce matin, les aspects socio-écologiques socio-économiques ne sont pas forcément, notamment sur le social, ceux qu'on aborde le plus souvent. Donc on a la chance d'avoir Benoît qui ici pourra nous éclairer sur ces aspects. Et on pourra aussi se pencher sur la manière dont on peut mesurer la durabilité à long terme. Et enfin, on l'a évoqué ce matin, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de ralentissement depuis quelques mois, vous le sentez, certains parlent même d'un backlash écologique, et on a pu parler de déconversion. Quelle est la réalité de cette déconversion? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Et puis, tout ça nous permettra également d'aborder le rôle des institutions, des collectifs, des syndicats. Voilà, donc on a pas mal de pain sur la planche. Je vais vous présenter... non, je vais vous laisser vous présenter, c'est sympa aussi de faire comme ça. Je vais vous donner un micro, vous allez vous présenter les uns et les autres, les unes les autres. Comme ça vous permettra de situer votre propos aussi. D'où prenez-vous la parole et quel titre venez-vous ici? Bonjour, donc je suis Adeline Nugaglia, je suis maître de conférence en économie ici à Bordeaux Sciences Agro et je fais mes recherches à INRAE, à l'UMR Santé et Agroécologie du Vignoble. Et je m'intéresse aux questions de durabilité et aux déterminants de la transition agroécologique pour les exploitations agricoles. Oui, bonjour, Luc Valk, moi je suis éleveur en Limousin, des vaches limousines bien sûr, naisseurs-engraisseurs. On fait du veau rosé et une troupe de 450 brebis. Et je suis élu à la Chambre régionale et j'ai en charge le dossier de l'agriculture biologique. Bonjour, Benoît Leroux, moi, je suis maître de conférence en sociologie à l'Université de Poitiers. Je suis en délégation à l'INRAE, au laboratoire ETIS, qui s'intéresse aux questions d'économie, de sociologie, de l'environnement. Et mes objets de recherche, j'ai fait une thèse sur l'agriculture biologique là, soutenue en 2011 en Midi-Pyrénées. Maintenant, je m'intéresse plutôt... J'ai élargi un peu l'objet en m'intéressant au processus d'écologisation des pratiques agricoles. Donc, je m'intéresse à l'HVE notamment. Bonjour, moi c'est Vincent Lamoulaire, donc je suis vigneron bio en Gironde, à Blaye exactement. Propriété familiale que j'ai repris il y a 12 ans. Et je suis passé par cette école auparavant. Donc je suis aussi élu à la Chambre d'agriculture de la Gironde depuis cette année. Je suis représentant de la Confédération paysanne. Et voilà, j'ai déjà dit beaucoup de choses, hein, presque. Et enfin, Guy. Oui, donc je suis Guy Moreau, donc je suis le président de Bio Nouvelle-Aquitaine. J'habite dans les Deux-Sèvres et je suis un jeune retraité en fait. Donc céréalier bio pendant 15 ans. Et j'ai transmis ma ferme à un couple en bio avec une garantie que les terres restent en bio pendant 10 ans. Voilà, c'était le cahier des charges qui était prévu dans la succession. C'est un exemple parmi d'autres. On verra peut-être bientôt comment on peut aussi faire que les fermes restent en bio. Voilà. Je n'avais pas entendu parler. Ça s'appelle comment exactement? Ça s'appelle une transition par la SAFER, monsieur le directeur ici présent, avec un cahier des charges qui précisait que pour acquérir le foncier de mon exploitation, il fallait rester 10 ans bio. Donc c'est une condition qu'on peut poser. Voilà. Formidable. Ça existe, les conditions. Merci à tous les 5. Alors pour commencer, donc on a une heure et demie devant nous, questions incluses. Donc j'aimerais qu'on revienne sur les motivations et déterminants d'un passage à l'agroécologie. Peut-être qu'on se base sur vos expériences respectives, Guy, Luc et Vincent, que vous nous expliquiez ce qui vous a poussé vers la bio et voilà comment ça s'est passé dans votre parcours.
Je ne sais pas qui veut commencer. Il y a 3 micros, donc allez-y. Moi, je peux commencer. Donc moi, j'ai pris un cursus agricole à la base. Par contre, je suis fils d'agriculteur. Donc j'ai fait des études dans l'environnement, chimie de l'environnement. Et donc c'est vrai que quand l'idée m'est venue folle de reprendre le domaine viticole, c'était forcément bio. J'avais pas trop envie d'utiliser des produits toxiques qui pourraient nuire à ma santé et à celle de mes enfants. C'était un peu con, mais c'est une blague, bien sûr. Et donc, quand j'ai dit à mon père qu'on revenait pour s'installer, il a commencé la conversion en 2009. Donc moi, je suis arrivé, c'était tout cuit. Donc je suis un peu un anti du bio, mais cela dit, aujourd'hui, où les difficultés, notamment de la viticulture girondine, sont là, moi, je le ferai pas autrement, quoi. Voilà. Il y a certainement une partie de la viticulture girondine qui est allée au bio pour opportunisme commercial, et c'est très bien, mais j'en fais pas partie. Voilà. Guy? Oui, en ce qui me concerne, j'étais éleveur de vaches laitières pendant 25 ans, quasiment, et du coup, ça, avec des systèmes extensifs, donc c'était relativement facile de passer en bio parce que la pratique culturelle était très très proche, enfin, en tout cas, c'est pas agronomique. Et ensuite, je ne pouvais pas imaginer de céréalier hors qu'en bio, du coup. Donc voilà, j'ai fait le passage facilement. Pour moi, c'était assez simple. Je ne le regrette pas du tout parce que mes revenus se sont améliorés à partir du moment où je suis passé en bio. Donc je pense qu'on pourra en discutera plus tard, mais l'aspect socio-économique est primordial et je pense que c'est un argument choc aujourd'hui pour la bio, en fait, en sa faveur. Merci. Et Luc? Oui, donc moi je suis fils d'agriculteur, mes parents sont céréaliers et grande culture en Picardie. Et donc j'ai toujours vu mon père le nez dans le pulvé, c'était normal pour moi. Mais voilà, donc j'avais cette image dans un coin de la tête, parce que c'est toujours multifactoriel hein, quand on arrive quelque part. Donc moi, mon expérience de vie a fait que je me suis installé en Limousin et je me suis rendu compte que, comme beaucoup de collègues, j'étais presque bio, mais j'étais pas bio. Et puis c'est en passant en certifito que j'ai pris conscience que finalement le truc dans lequel papa mettait tout le temps le nez, c'était quand même pas de l'eau. Donc ça a commencé par pour ma santé perso. Ouais, mais c'est tout bête, hein. Je vois que tu souris, Guy, mais on est combien avec nos pulvérisateurs, des fois quand on a une buse qui est bouchée, à souffler dedans et sans prendre même conscience que ça peut être dangereux puisque c'est ce qu'on met sur nos plantes. Et donc à un moment j'ai fait le petit calcul coin de table, je me suis dit que c'était jouable, on reprend les revues techniques, on se dit que oui, on a des herbivores, donc normalement avec de l'herbe ça doit fonctionner. Et voilà comment on a ce coup, on se lance dans l'aventure, quoi. Est-ce qu'il y a eu des freins au démarrage et si oui, quels ont été les principaux freins qui ont pu être compliqués ou des obstacles à surmonter qui vous restent là dans cette expérience de passage à la bio plus large? Le doute. Le doute, et si on se plante? J'avais fait 15 ans de conventionnel avant. On tourne entre 5, enfin moi, une exploitation comme la mienne, on tourne entre 50 000 et 100 000 euros d'annuité. C'est bien beau du jour au lendemain de se dire tiens, allez chiche, je vais dans le bio, mais j'ai quand même une famille, j'ai une exploite. Et si on se plante? On sait très bien que les copains, nos voisins non bio conventionnels auront un sourire jusqu'en haut parce que on t'avait dit que le bio ça marchait pas, hein. Donc pour moi le plus dur c'était le doute. Je comprends la question de ce matin sur le ratio de 20% où on a besoin d'avoir peut-être plus de certitude aussi. Merci. Guy? Sur le doute, c'est pas le terme que j'utiliserais en ce qui me concerne. Je pense que perso, j'avais pas de doute en fait sur la réussite d'être en bio, parce qu'on avait fait, je pense, un travail nécessaire en amont d'études économiques, etc. Pour moi, il n'y avait aucun problème sur la rentabilité de passer en bio, ça c'est un point. Et puis, non, c'était plutôt positif. Moi. Enfin, je veux dire, j'avais pas de doute. Au contraire, je voulais aussi montrer quelque part que ça pouvait fonctionner, parce que je pense que le meilleur message de la bio, en fait, c'est de montrer qu'il y a des agriculteurs qui ont des résultats économiques hyper intéressants
Et je pense que c'est la meilleure preuve des gens qui nous entourent, qui effectivement, pour beaucoup, ce retrait qu'enrichissent pas, en fait. Mais bon, globalement, moi, c'est quelque chose qui m'a pas traversé la tête. J'étais à peu près sûr de moi. Voilà. J'étais sûr de moi. Et donc, il n'y a pas eu forcément d'obstacles ou de freins particuliers. Non, pas de Ça a frein. filé droit. Ok. Vincent, je ne sais pas, tu disais que tu étais un anti de la bio. Parce Et que ouais, ton donc pas papa trop de t'a- doute. Hein. Pour Ouais. un anti, c'était facile. Non, j'avoue, les freins, je les ai pas eus parce que je suis arrivé, c'était en bio, je voulais que ce soit en bio. Ça n'a jamais super bien marché, donc on s'est jamais dit c'est à cause du bio, ou enfin voilà. Donc après, c'est vrai que je suis passé par l'école, donc ici même, on m'avait quand même dit que ce serait compliqué de vivre de mon métier en bio. Donc finalement, j'ai quand même réussi, mais je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est vrai que ça m'a mis un peu le doute à ce moment-là. Mais cela dit, je me disais quand même que c'était pas vrai parce que je voyais des copains qui étaient en bio et qui vivaient mieux de leur métier que certains. Donc quand on se dit que c'est possible et qu'on s'installe, on se dit qu'on peut faire aussi mieux, voire pareil. Et que les justement, autres. ça, c'était ma question d'après et que j'aimerais qu'on tienne un peu à ce que tu viens de dire. C'est comment est-ce que tu perçois ou vis cet équilibre entre les valeurs, c'est-à-dire le choix de la bio pour la santé, pour l'environnement, parce que on estime que c'est mieux, on est convaincu de ça, et justement ces contraintes économiques qui font que ça peut être aussi vécu de manière pas facile. C'est aussi cette réalité-là au quotidien. Voilà, la peur aussi d'échouer. Moi, les gros échecs que j'ai eus, du moins en production, c'est des aléas climatiques, c'est le gel. Donc en fait, j'avais connu déjà les échecs de production sans la bio, puisque quand j'ai gelé en 2016, 2017 et 2019, c'est pas à cause de l'agriculture biologique. Bien que le désherbage total en plein dans les rangs, c'est quand même pas mal pour lutter contre le gel radiant notamment. Mais bon, bref, ça en fait déjà j'étais dans le moment où je me suis dit c'est quand même pas à cause notamment des pertes de rendement liées au mildiou, hein, qui est notre super champignon. C'est plutôt lié au gel. Donc notamment en 2018, j'ai perdu moi la moitié de la récolte à cause du mildiou. Donc c'était dur, mais je me suis dit c'est finalement ça va être ça va être mon futur. Ça, par contre, je me le suis dit. Hein. Maintenant, je suis prêt. Donc, effectivement, j'ai accepté de perdre en 2018 notamment, mais j'ai accepté de perdre en 2017, en 2016, en 2019. Donc aujourd'hui, on accepte de perdre parce que le climat, il est plus trop avec nous. Et apparemment, il sera de pire en pire. Donc voilà, je vis avec. Mais c'est pas la bio qui, pour moi, voilà. Okay. C'est un peu le petit. C'est en plus, certes, mais c'est pas le paramètre le plus important. Donc ça remet aucunement en cause ce choix-là et pas de nature à le faire vaciller. C'est une fierté quand même de réussir, finalement, même si on avait douté avant. Donc ça pèse lourd quand même, enfin, dans le moral, dans le quotidien. Par contre, il y a toujours cette impression de rendre un service à la société, en plus qu'à soi-même. Et celui-là, le fait qu'il soit pas valorisé ou mal reconnu, ça crée des petits pincements quand même. On parlait d'équilibre justement entre ces valeurs, voilà, cette fierté qu'on a et les contraintes économiques. C'est quand même moi tout seul qui porte les risques qui ont été pris. Et je ne trouverais pas ça malhonnête d'être un peu plus soutenu justement dans ce cadre-là. Donc un peu plus de besoin d'être encouragé. Derrière ce soutien, ça serait ça, d'être reconnu là où il y a une reconnaissance financière. environnementale. Je suis preneur aussi. Bien sûr, évidemment. Guy, je ne vais pas rajouter grand-chose, parce que je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire tous les deux. En fait, la fierté, je pense que c'est un point important quand même, de se dire qu'on est capable de gagner sa vie, tout en protégeant l'environnement, tout en assurant la santé des consommateurs, etc. Je pense quand même on en dégage quand même une grande fierté. Et je me dis qu'en se levant le matin, on se dit voilà, on travaille bien, on travaille pour les autres, et ça, c'est hyper important. Et finalement, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Voilà.
Benoît, dans les tendances sociologiques que vous observez parmi les agriculteurs et agricultrices qui convertissent, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qui résonne avec les 3 témoignages qu'on a là? Oui, bah effectivement, c'est assez illustrateur. Et ça illustre assez bien des fractions de producteurs, productrices qui s'installent en bio, parce qu'en fait, il y a déjà des effets de contexte, historiques, géographiques. On voit bien que moi, j'ai fait mon début d'études, c'était en 2005 dans le Gers, en Midi-Pyrénées. Et il y a des choses qui sont identiques encore aujourd'hui, des choses qui varient. Mais ce qui ressort quand même, c'est souvent des motivations multiples. C'était évoqué. Bon, la question environnementale, elle est prégnante depuis le début pour beaucoup. Elle est liée à soit des enjeux de santé pour le producteur et productrice. Elle est liée pour celles et ceux qui sont peut-être un peu plus investis ou qui connaissent un peu mieux la bio et les enjeux écologiques qu'il y a derrière, c'est plutôt plus large. C'est l'environnement au sens large et pas seulement les questions de santé qui sont prises en ligne de compte. C'est pouvoir développer un mode de production qui respecte le sol. C'est la priorité de la bio, c'est vraiment la vie du sol, mais les nappes phréatiques, l'eau, la santé animale, bien sûr, la santé végétale et puis après les aliments. Donc c'est cette approche transversale ou globale qui est connue et qui est prise en compte pour un nombre, pour les historiques de la bio, c'est cette tendance-là qui était très présente depuis le début, avec ce volet politique qui est très, très marqué aussi. Et à l'opposé, il y a ce pôle historiquement constitué autour des organisations professionnelles que sont le réseau FNAB, la Fédération nationale des agriculteurs bio, Nature et Progrès, les biodynamistes, qui historiquement ont forgé les cahiers des charges de la baie et qui l'ont défendu devant les instances publiques et qui le défendent encore. Et puis à l'opposé, depuis quelques décennies, on a quand même aussi la mise en place, depuis surtout le tournant 2009-2010, une agriculture biologique qui est reconnue à l'échelle européenne, avec une harmonisation des cahiers des charges, qui a permis effectivement une diffusion plus large de la bio, le fait que les agriculteurs bio puissent s'en saisir comme mode de production et du coup à permettre aussi à des gens qui étaient peut-être moins convaincus par le côté environnemental, écologique, de passer en bio pour saisir un mode de production qui permettait de se positionner sur le marché. On avait un marché à 2 chiffres pendant des années. Le fait que c'était intéressant de passer en bio, d'autant plus, comme je le disais ce matin, il y a eu des plans de développement de la bio avec des politiques de soutien qui ont accompagné les producteurs et productrices, qui les ont incités à se convertir en bio. Ce qui fait qu'il y a aussi, derrière ces motivations écologiques et environnementales, des motivations économiques. Il ne faut pas nier ça, et elles sont légitimes aussi. Ce sont des exploitations. En France, on a une spécificité, on a encore beaucoup d'exploitations familiales. Il faut maintenir cette exploitation familiale et faire en sorte de continuer à avoir des productions qui soient vendues, etc. Ceci dit, ce qu'on perçoit aussi, je développe un petit peu ou tu veux... Encore un tout petit peu, après je voulais passer la parole à Adeline. On a quand même lorsqu'on analyse un peu plus finement par des approches qualitatives ou quantitatives, on a fait on a passé une série de questionnaires, vous les avez peut-être reçus en Nouvelle-Aquitaine avec des collègues de Bordeaux et d'ailleurs, et on s'aperçoit qu'il y a des dispositions sociales quand même à passer en bio. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas sur le même registre. On ne se saisit pas de l'agriculture biologique parce qu'on est agriculteur. On se saisit parce que souvent, on a fait des études supérieures un peu plus longues et parce qu'on est issu aussi de familles dont le capital social ou culturel est un peu plus élevé. En tout cas, il y a une corrélation forte entre le fait d'avoir fait des études longues et le fait d'avoir aussi des origines sociales plutôt élevées. Et inversement, ceux qui ne passent pas en bio, souvent, ce sont des agriculteurs qui ont peu de ressources économiques ou culturelles et qui ne peuvent pas se saisir de l'opportunité du bio ou la mettre en valeur comme étant quelque chose de viable. Donc ça, c'est important aussi de rappeler qu'il y a des effets de structure. Ce n'est pas seulement des logiques individuelles qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi, bien sûr, des déterminants sociaux. Adeline, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce premier tour de table, et notamment avec la casquette qui est la vôtre sur les éléments économiques? Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais en économie, les études montrent aussi qu'il y a une forte tendance à la conversion ou à s'installer, même parce qu'on ne parle pas que de conversion, il y a des gens qui s'installent aussi directement en bio.
pour des valeurs personnelles, des convictions fortes qui sont là, plus que pour des questions de marché ou de valorisation qui sont plutôt arrivées dans un deuxième temps, qui existe clairement, mais il y a quelque chose de très fort autour des convictions personnelles, et du coup ça interroge beaucoup en tant que chercheur quand on parle de massification, parce que du coup comment on embarque ceux qui n'ont pas forcément ces convictions-là, c'est aussi par l'exemple, vous l'avez dit tout à l'heure. Et pour ajouter au chapitre des freins, ce qu'on regarde beaucoup en économie, ce qu'on explique beaucoup, c'est la situation qui a été dite au travers du doute, c'est l'incertitude économique qui est forte, l'incertitude productive sur, par exemple, les rendements, on en parlait, mais sur est-ce que l'information est disponible, sur les alternatives, sur leur efficacité, et si elle est disponible, est-ce qu'elle est accessible, est-ce qu'on a la capacité à les mettre en œuvre, à les tester, à les expérimenter, à échouer un certain nombre de fois. Et donc, c'est toute la gestion de ce risque et de cette incertitude qui fait qu'il peut y avoir des freins à s'engager. Donc, ça a tendance à diminuer avec l'expérience, évidemment. Mais du coup, ça explique aussi les difficultés de s'engager. Si on revient un petit peu sur les aspects économiques, je veux dire dans la pratique qui est la vôtre, d'un côté, que ce soit l'installation ou même la conversion, mais là pour le coup c'était une conversion plutôt, il y a eu des dépenses, il y a des investissements nécessaires. Qu'est-ce qui a pesé ? Comment on se fait accompagner par rapport à ça ? Quel est l'impact des aides aussi dans vos décisions ? Concrètement, j'ai envie de dire. Là, on sort des études et des scénarios, c'est-à-dire vous, dans votre expérience sur l'exploitation, au niveau de la ferme, ça se passe comment ? Bon, on va essayer d'être clair. Honnêtement, la conversion avec les aides de conversion qui existent aujourd'hui, c'est un plus économique véritable. Je pense que ça aide, ça a quand même beaucoup contribué à augmenter les surfaces en bio. Mais je dirais que ça ne suffit pas. Mais c'est quand même important. Quand on voit les résultats économiques des exploitations en bio avec la conversion, notamment en grande culture, avec des exploitations qui avaient des résultats en conventionnel qui étaient plus faibles, et elles ont augmenté leurs revenus, en partie grâce à l'aide à la conversion. Il faut aussi le dire. Mais c'est normal qu'il y ait l'aide à la conversion parce que c'est aussi un outil public pour pouvoir améliorer, changer les pratiques culturelles, et c'est tout à fait légitime. Après, je dirais que sur le plan économique par ailleurs, les filières se sont quand même organisées la plupart du temps. Par contre, depuis, ce qui, à mon avis, est plus embêtant, on en parlera peut-être au sujet suivant, ce qui est plus embêtant aujourd'hui, c'est un peu l'ambiance générale, en fait, depuis 2 ans, qui fait que la bio était un peu, invisibilisée, ou il y a eu une volonté de l'invisibiliser, en tout cas, parce que c'est la seule alternative en fait à l'agriculture chimique, en fait, à l'agriculture biologique, par définition. Et ça me fait penser, ce matin, on a abordé les sujets des faux labels. Clairement, quand on parle d'agriculture biologique, on parle d'un marché spécifique, on parle de santé, d'environnement, et en fait, c'est extrêmement clair, les choses. Donc là, j'en veux beaucoup au pouvoir public ces dernières années qui ont contribué, par leur message négatif, à mettre en difficulté un petit peu les filières bio. Il y avait bien sûr l'effet inflationniste et la baisse de la consommation, mais c'était quand même, à mon avis, pas le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que on voulait démontrer quelque part qu'il n'y a pas d'alternative à la culture chimique. Ce qui est quand même un problème de société aujourd'hui, et je le dis, je vais le répéter là encore, il faut absolument construire une alternative, et c'est une alternative crédible. Elle passe par l'agriculture biologique, et donc elle doit continuer à être soutenue. Elle l'est par la conversion, elle doit l'être par d'autres mesures publiques, mais bon, il y a un certain nombre de collectivités locales dans la région ici qui, fort heureusement, soutient particulièrement l'agriculture biologique. Il faut la remercier pour ça, mais on ne peut pas dire que l'État aujourd'hui soit vraiment un fervent défenseur de l'agriculture biologique. Et donc, écoutez, là aujourd'hui, on pense, grâce aux consommateurs et grâce aux citoyens, parce que la consommation repart, je précise quand même qu'après 2 années difficiles, on est quand même sur une pente plutôt favorable, même si tout n'est pas encore complètement acquis. Mais en tout cas, là, je pense qu'on est sur le bon chemin. Et en tout cas, ceux qui avaient prédit
la fin de l'agriculture biologique, on le sent pour leurs frais aujourd'hui. Et je voulais leur dire quand même que grâce à eux, on est devenu plus fort aujourd'hui. Continuez d'acheter bio. Luc et Vincent. La question de départ, c'était bien les investissements à faire. Oui. Moi, ayant une vie, Là, j'avais 2 casquettes. ouais, une vie conventionnelle avant, en fait, il n'y a pas eu d'investissement particulier. C'est une RC-tri, mais c'est pas ça qui a changé la face du monde. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, pour franchir le cap, donc calcul de coin de table, voilà tout ce que je risque de perdre. Et en face, j'ai mis les aides à la conversion. Et c'est vrai que pendant la magie le calcul qui a été fait en un quart d'heure, ça s'équilibrait. Donc c'est là que j'ai dit banco. Il n'y aurait pas eu les aides à la conversion, je ne suis pas sûr que j'aurais accepté le challenge, quoi. Et après, le deal, c'est un peu le principe aussi des aides à la conversion, c'est que je me donne 5 ans pour être aussi compétitif, parce que ce n'est pas forcément un gros mot, que les conventionnels sur ce que je produis. Parce que là, ça fait 4 ans. Là, ça fait 4 ans. Donc bilan dans 1 an. C'est en bonne voie, je ne suis pas encore tout à fait. D'accord. Mais du coup, ça m'amène à la prochaine question, qui est celle de la durabilité aussi des exploitations. C'est-à-dire comment est-ce qu'on assure la durabilité de ce type de culture aujourd'hui. La durabilité, moi en plus je suis dans une filière qui pète le feu, le vin. Donc j'avoue que moi la question c'est pas bio ou pas bio, enfin c'est pas bio ou non bio, c'est plutôt qu'est-ce que je fais de tout ça. Donc après ce que je peux répondre quand même sur la durabilité, c'est que je pense que un paysan agriculteur bio, du coup il a quand même un ressenti par rapport à son expérience d'agriculteur plus proche de sa plante, de ses bêtes. Et que peut-être il est plus à même de connaître ce qu'il peut faire dans l'avenir. Donc par exemple nous on a planté des oliviers, donc ils sont petits, ils me rapportent rien. Cela dit, si c'est faux parce que je touche de la PAC et je touche beaucoup plus de PAC avec mes oliviers qu'avec mes vignes, donc déjà je suis content. Mais clairement, du coup, on est obligé de se projeter dans l'avenir. Après, ma question, moi, c'est vraiment pas le bio. Moi, c'est juste ma production. Elle est dans un cul-de-sac, donc il faut faire demi-tour et faire autre chose. Donc, juste, je voulais ajouter un dernier point sur ce qu'avait dit Guy. Il y a un truc super important qui s'appelle le crédit d'impôt bio, qui aide beaucoup, beaucoup de petits agriculteurs, et même pas que des petits, à finir l'année. Même des fois, c'est une part importante du revenu. En ce moment, c'est tous les ans remis en question au budget. En termes de pérennité, c'est très moyen. La bonne nouvelle, c'est que cette année, on y échappe. Donc, on aura le droit à un crédit d'impôt, vraisemblablement. Voilà, en fait, c'est un coup près qui est tellement dur. Certains, c'est peut-être un tiers, un quart de leur revenu, quoi. Donc, si on vous dit, à la fin de l'année prochaine, tu as un quart de ton revenu en moins, la durabilité de l'exploitation, elle est un petit peu amputée, quoi. Voilà. Oui. Je ne peux pas m'empêcher là, de penser, on a eu un suicide dans l'Entre-deux-Mers il y a 1 mois et demi, d'un vigneron de 37 ans qui avait converti l'exploitation familiale en bio. Apparemment, ça serait fortement lié justement à des demandes de remboursement, etc. Donc cette contrainte-là, elle est assez forte aujourd'hui. Et en effet, le secteur arrache, et on n'a pas trop, et on veut encore arracher, je crois, 5000 hectares de ce que j'ai pu comprendre dernièrement. Après, je pense que c'est hors sujet bio. C'est hors sujet bio. Ouais. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Mais le fait est qu'il est en bio, c'est dommageable. Mais c'est clair que la filière vin se porte très très mal. La filière vin bio se porte très mal aussi. On est à égalité, donc je ne sais pas si on peut être fier de ça, mais il n'y a pas de différence entre conventionnel et non bio. Enfin, je ne le ressens pas. Peut-être il y a une petite différence, c'est que souvent les vignerons bio sont peut-être plus à même ou ont plus eu l'habitude de valoriser leurs produits directement, donc ils ont quand même cette espèce de coussin d'air qui les amortit avant la chute. Voilà, c'est à peu près le seul truc peut-être positif, mais en tout cas c'est pas ça qui met en péril. Enfin, c'est pas l'agriculture biologique qui met en péril nos exploitations viticoles, pas du tout.
Donc c'est plutôt la diversification du modèle. Oui, il faut imaginer, c'est imaginer demain. Là, c'est clair que s'il faut imaginer aujourd'hui, nous, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus vivre avec ce qu'on a. Donc, imaginons aujourd'hui avec ce qu'on a. Donc, nous, par exemple, pour l'anecdote, on s'est lancé cette année à faire un soda à base de jus de raisin, un cola. Et donc, voilà, il faut trouver des voies de sortie. Je ne sais pas si on va y arriver avec ça, mais il n'empêche que arracher puis replanter des oliviers, il faut comprendre le temps que ça prend, quoi. C'est juste délirant. Donc là, aujourd'hui, nous, on est à bout, on n'a plus de sous, plus de trésorerie, donc on arrive à la fin d'un cycle qui est terrible, qui est horrible. Et en fait, on nous demande presque de nous diversifier. Sauf qu'aujourd'hui, il faut être clair, on ne peut pas se diversifier quand vous n'avez plus d'argent, on ne peut pas se diversifier quand vous ne savez pas payer vos salariés, vous ne savez pas vous payer vous-même. Donc, bon là, je sors du sujet bio, mais cela dit, aujourd'hui, on est trop dans l'urgence pour dire diversifiez-vous. C'est plus possible. Et en plus, avec l'espèce d'épée de Damoclès qui dit qu'il y aura de moins en moins d'argent public. Donc nous, on est là, on fait on va peut-être faire autre chose, quoi. Donc Merci. Je ne sais pas si Luc ou Guy voulaient rajouter quelque chose avant que... Actuellement, on est sur une filière, en filière viande, on a une conjoncture un peu plus heureuse quand même en ce moment, portée par les copains du conventionnel. C'est pas grâce au bio que la viande est chère, mais le bio a dû s'aligner sur les prix du conventionnel. On parlait de durabilité. La durabilité, on l'aura que s'il y a une pertinence économique, au moins en filière viande. Moi, je fais pas de la viande que pour les 2% de riches qui auront les moyens de me l'acheter. Dans ma tête, c'est quand même le bio partout, c'est pour tous. Voilà, donc cette notion de durabilité là dans les filières viande, il faut qu'on trouve une pertinence économique. On ne peut pas avoir 3 ou 4 euros de surcoût au kilo de carcasse. Et franchement, je suis persuadé qu'on a les leviers. Enfin, c'est possible, quoi. Adeline, je sais que vous avez plein de modèles pour étudier tout ça et peut-être nous expliquer qu'est-ce qui fait aussi marcher aujourd'hui. Si je le savais. Il y a des pistes. Oui. D'abord sur la performance économique stricto sensu et des bio versus d'autres cahiers des charges dits environnementaux ou par rapport au conventionnel. Il y a eu pas mal d'études, notamment je pense à une étude de France Stratégie qui est sortie en 2020, qui montre que effectivement ça peut permettre d'être plus rentable ou d'être rentable, l'agriculture biologique, mais en fait il y a une telle diversité de modèles qui se cachent derrière l'agriculture biologique que c'est bien difficile de donner recette en termes de culture, de filière longue, filière courte. Il y a tellement de modèles que ça ne va pas de soi de dire qu'on est plus performant non plus parce qu'on est en agriculture biologique, même si on a des modèles qui montrent que ça peut exister. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est que souvent, que ce soit dans la stabilité des rendements ou des revenus, quand il y a de la diversification qui se cache derrière l'agriculture biologique, mais c'est pas qu'un problème des bio. Effectivement, ça permet d'avoir moins de chocs climatiques, de marché, etc., et de mieux résister. C'est pour ça que quand on parle de performance économique plus globale, qu'on ne regarde pas que la rentabilité, on va aller aussi regarder des questions de diversification, des fournisseurs, des clients, des produits, des cultures, des activités, à différents niveaux. On va aller regarder des questions de transmissibilité des exploitations, leur taille, est-ce qu'elles sont transmissibles, à quelles conditions. On en a parlé tout à l'heure de s'installer en bio. On va aller regarder la sobriété en intrants, on peut le regarder en euros aussi, et la valeur qu'on est capable de créer à partir de ces intrants, parce que parfois la dose supplémentaire coûte bien cher par rapport au rendement qu'elle permet d'obtenir en conventionnel. Donc on va pouvoir regarder d'autres choses que juste les indicateurs traditionnels bancaires. Et si on fait le lien avec les soutiens, parce que ça a été abordé plusieurs fois là depuis tout à l'heure, le marché, on sait qu'il est défaillant pour prendre en compte un certain nombre de choses, donc les externalités positives, tous les bienfaits à l'environnement, à la biodiversité, etc., pour lesquels les agriculteurs ne sont pas rémunérés.
tous les biens et services collectifs qui sont produits, les connaissances, l'expérience que ces agriculteurs produisent pour les autres, qui se convertiront peut-être demain, le risque qui est pris, voilà. Tout ça, normalement, les politiques publiques doivent être là pour pallier l'absence de prise en compte par le marché. Aujourd'hui, donc, il y a ces aides qui ont permis d'impulser quand même un certain nombre de conversions, mais qui sont surtout basées sur la compensation des surcoûts et des manques à gagner, ce qui est une portion très congrue de tout ce qu'apporte l'agriculture biologique. Et alors, les économistes ne sont pas tous d'accord jusqu'où il faudrait soutenir ce genre d'initiative, mais ce qui est sûr, c'est que de l'argent public, il y en a. Le choix, la question, c'est où le mettons, en fait. Donc, il y a une question éminemment politique derrière de défense de l'agriculture biologique. On y revient. Justement, la question qui vient après, c'est aujourd'hui l'accompagnement des institutions et des syndicats. On l'a abordé à chaque fois qu'on a parlé de cette conversion, mais aujourd'hui, comment une fédération bio soutient ces agriculteurs et agricultrices dans le contexte actuel qui est assez compliqué? On a pu le voir avec les élections cette année notamment, avec les manifestations quand même depuis 2 ans assez nombreuses et aussi chaotiques ou violentes. Voilà, ça se tend quand même dans le monde agricole et c'est pas une mince affaire en France ces sujets et en effet on est très vite sur des questions très très politiques. Donc on fait comment? Bon, honnêtement, dire qu'il n'y a pas de la résistance à la bio, oui, il y en a. Malgré tout, si on regarde les chiffres, factuellement, on a encore 30% des installations qui sont bio. On a quand même 10% de la surface agricole Nouvelle-Aquitaine qui est en bio, 9000 exploitations quasiment. C'est important quand même en termes de représentativité. Le regard qu'on peut porter là-dessus depuis 2 ans, c'est, en tout cas celui que j'ai porté moi, c'est de se dire qu'il y a un frein à la résistance, il y a un frein au changement, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat, en fait. Le combat pour demain, de la souveraineté alimentaire, il passera par la qualité des produits, il passera par la rémunération des producteurs, et je ne pense pas qu'en demandant à produire comme les pays du Mercosur, je ne crois pas que c'est l'avenir de l'agriculture française, au sens général. Et donc, à l'intérieur de ça, l'agriculture biologique, elle a toute sa place. Et je pense que de vouloir plus ou moins la remettre en cause, ou pas directement, mais plutôt indirectement, parce que quand on a des débats enflammés sur la loi du plomb, par exemple, etc., indirectement, la bio est visée quand même quelque part, parce que c'est l'alternative, en fait. Et donc, j'arrête pas de dire ça, mais en fait, et ça, les agriculteurs que nous sommes ici, on est quand même tributaires de ça, d'intérêts financiers importants que l'on ne maîtrise pas. Et aujourd'hui, si l'agriculture biologique elle est parfois attaquée, c'est parce que, in fine, c'est bien l'alternative aux pesticides notamment. Et donc, elle pèsera demain, forcément, dans le paysage agricole français, européen et même d'autres pays du monde. Et donc, moi, je suis plutôt optimiste et j'ai toujours dit depuis 2 ans que la crise du bio, elle était conjoncturelle, elle n'était pas structurelle. Il y en a qui ont voulu la rendre structurelle, ils se sont trompés. Parce que malgré les difficultés depuis 2 ans, les consommateurs sont toujours là. Et je pense que le challenge qu'on a pour demain, en dehors des fonds publics nécessaires dans beaucoup de cas, c'est de faire en sorte que le maximum de consommateurs aujourd'hui, quel que soit leur niveau de revenu, aient accès à l'agriculture, à des produits biologiques. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des collectivités qui le font, hein, des méthodes qui permettent aux uns aux autres de pouvoir y accéder, parce que c'est un problème de santé publique, parce qu'aujourd'hui, dépolluer l'eau, mettre des stations d'épuration aux normes, c'est quelques milliards d'euros par an, et que les quelques milliards d'euros par an, il vaudrait mieux les mettre dans les changements de pratiques agricoles, en aide directe aux producteurs. En fait, c'est un choix politique qui doit être mis en place. Après, chacun jugera de ça. Mais moi, en tout cas, j'estime que l'agriculture biologique a toute sa place et je pense qu'elle aura plus de place encore demain. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'en passer, en réalité. On n'a pas d'autre alternative que celle-là. Voilà. Donc, je suis plutôt optimiste parce que dans un cadre depuis 2 ans où tout pouvait s'effondrer, c'est vrai que ça a été très dur,
tout pouvait s'effondrer. Et je comprends qu'on puisse avoir des difficultés financières qui sont bien réelles, mais je rappelle que les difficultés financières, elles sont aussi le fait du conventionnel aujourd'hui, hein, c'est vrai pour la viticulture. Mais moi, je peux vous dire que les céréaliers aujourd'hui en conventionnel, ils rient pas non plus en ce moment des revenus qu'ils ont depuis 2 ans, soit par des problèmes climatiques, soit des problèmes de marchés mondiaux. Donc en fait, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir que par élever le niveau de la qualité des produits en fait. Et je pense que le plus grand danger qui nous guette, c'est celui de vouloir produire à pas cher, essayer de produire comme les autres pays qui ont des normes sanitaires, environnementales et sociales beaucoup plus, évidemment, moins strictes que les nôtres. Et ça, je crois que c'est le grand danger qui nous guette. Et en tout cas, nous, on se battra contre ça. Voilà. En tout cas, on a une année un peu... oui. On a une année assez symbolique en la matière. Les débats ont été nombreux, c'est quand même revenu sur le devant de la table. La loi du plomb, il y a eu une mobilisation citoyenne importante. Je pense que convaincu ou non des atouts de la bio, il me semble qu'il y a quand même un sentiment assez partagé dans la population française que pour des raisons de santé, cette qualité, ne serait-ce que sanitaire, est absolument nécessaire. Et il me semble que ça, c'est des petits signaux faibles peut-être qui peuvent être assez importants d'avoir en tête. Je sais pas, Benoît. Oui, je pense que ça a été un peu évoqué ce matin, mais lorsque la collègue disait que le label AB il est reconnu à 98%, je crois, des sondés, c'est vraiment une spécificité de la bio. Hein. Les paysans et paysannes ont, ce qu'on dit en sociologie, ou dans mon courant en tout cas, ont créé un capital spécifique. C'est-à-dire que avec leur bataille, en constituant ce label, ce logo, en prenant un cahier des charges exigeant, en le défendant dans les instances, en vendant sur les marchés, en faisant preuve d'un travail de qualité en termes de production et en termes de produits finis, ils ont construit finalement un capital symbolique qui est le label AB, qui est reconnu par la majorité des gens comme étant un signe de qualité. Et ça, c'est vraiment très important et c'est jamais acquis. Mais pour l'instant, c'est quand même quelque chose qui n'est pas remis en question malgré ces phénomènes de déconversion. Et je pense que c'est important parce que derrière ce label de qualité, tout le monde se réunit. Que ce soit les anciens biodynamisme, nature et progrès, comme les nouveaux venus à la bio. Ça réunit tout le monde. Ça réunit tout le monde autour d'un cahier des charges, de méthodes de production, alors plus ou moins engageantes et tout. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau moi aussi, je suis plutôt confiant sur l'avenir de la bio, du point de vue où, encore une fois, les consommateurs et consommatrices ont envie d'avoir des produits de qualité. Hein. Le problème auquel on est confronté, c'est l'ensemble des avatars de produits comme HVE, etc., qui sont proposés aussi sur les étals. Ce sont aussi le manque de soutien public des pouvoirs publics, on y reviendra peut-être, le travail de lobbying aussi des organisations professionnelles agricoles qui, pour certaines, ne soutiennent pas la baie, et le travail de lobbying, surtout de l'agroalimentaire, de l'agro-industrie, de l'agrochimie, qui font tout pour éviter que la bio se soit développée. Et la loi du plomb, derrière tout ça, il y a ces agents économiques, politiques, qui mettent des freins, effectivement, des bâtons dans les roues. Ça, c'est important de le rappeler, hein, parce que ce n'est pas assez souvent dit. Mais effectivement, Guy l'a déjà martelé plusieurs fois cet argument. Mais il y a vraiment un combat politique derrière la bio, parce que c'est un modèle de production, un modèle de consommation, et c'est aussi, ça touche tout. C'est un projet transversal. Ça touche les questions environnementales, de santé publique, et aussi éducatif, etc. On y reviendra peut-être. Luc ? Si tous les signataires de la pétition de la loi du plomb consommaient bio, on aurait beaucoup moins de problèmes. Je voulais revenir aussi sur tout ce qui était conseil et accompagnement, parce qu'on a besoin d'être conseillés, nous, sur nos exploitations, d'être encouragés quand il y a des doutes, qu'on nous ouvre aussi des voies ou des perspectives quand on les voit moins. Et je trouve que la bio, c'est un peu trop isolé, peut-être d'elle-même, à travers ces instituts, ces organismes de conseil. Et que les chambres avaient certainement laissé la place aussi à un certain moment. Mais les choses sont en train de changer, certainement à force de persévérer. On a quand même 20 chambres d'agriculture qui sont dirigées par des exploitants bio ou qui ont au moins un atelier bio. On a un réseau de conseillers bio aussi qui fait bien le boulot. Et le fait qu'ils soient mélangés avec des conventionnels, ça ouvre aussi ça ouvre aussi les yeux des collègues conventionnels qui ne voient plus le bio comme un truc de bobo,
pour les écolos, qui travaillent pour les écolos et pour les riches. Ils trouvent aussi dans l'agriculture biologique des solutions à des problématiques qu'ils ont. Et le fait de mettre tout le monde, de se remélanger un petit peu, ça, il y a un effet de masse et puis ça prend forme et ça donne du sens aussi à certaines pratiques bio. Oui, c'est la question de l'accessibilité, déjà évoquée tout à l'heure, de dire qu'il ne faut pas que ce soit réservé à une catégorie de personnes qui a les moyens d'acheter bio. Mais ça, c'est l'éternel sujet, il me semble, depuis des dizaines d'années qu'on souligne cette difficulté. Et dans le conseil, c'est incroyable. Donc, il y a Bio Nouvelle-Aquitaine, il y a les chambres d'agriculture. Je pense qu'on fait du travail sérieux. Mais c'est incroyable le nombre de pseudo-conseillers ou techniciens qui débarquent dans la ferme avec des méthodes piou-piou, les petits oiseaux qui nous font rêver. Moment... Il y a du ménage à faire. Ok. Je sais pas, enfin voilà. Il faudrait plus de détails ou de temps pour aborder le sujet. Benoît, pendant la préparation de cette table ronde, on avait évoqué peut-être une tension qui existe entre, justement, je pense que c'est un peu ce que voulait dire Luc et Guy, d'une certaine manière, entre des personnes pionnières, des réseaux engagés depuis très longtemps, très exigeants, qui donc auraient peut-être eu tendance à s'isoler, et une façon d'être dans des modèles aussi, par ailleurs, un peu plus entrepreneuriaux, avec des filières longues. Est-ce que là-dessus, en effet, il n'y a pas des points de rencontre pour essayer de faire des efforts communs pour démocratiser ça ? En fait... Effectivement, l'espace professionnel agrobiologique, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas ou qui ont encore une lecture un peu rapide, aurait tendance à homogénéiser la bio. En fait, depuis le début, la bio est un espace segmenté, opposant le maire Boucher à Nature et Progrès, et puis plus tard le réseau FNAB au réseau plutôt Chambre d'agriculture CETA. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise l'agriculture biologique. C'est un milieu effectivement bipolaire, au sens il y a deux pôles qui s'opposent et qui auraient tendance à vouloir imposer sa lecture. Et là, le débat qu'on a autour de la table représente ça aussi, avec des lectures un peu divergentes sur le modèle de production d'une agriculture biologique du côté entrepreneurial, qui aurait cette velléité de dire du bio pour tout le monde et partout, comme tu disais, si tu permets que je te tutoie, à savoir une bio qui ressemble plus au modèle agricole conventionnel, c'est-à-dire sur des grandes surfaces, avec des filières longues, avec des rayons de supermarché qui proposent des produits AB pour tout le monde à une large gamme. Ça, c'est le processus qu'on vit ces dernières années, que nous, les sociologues, on qualifie de conventionnalisation de la bio, c'est-à-dire le fait de rapprocher le mode de production bio du mode de production conventionnel, spécialisation, agrandissement, malgré tout. On garde les lignes rouges quand même, pas de chimique, non mais... Oui, hormis le fait qu'il n'y a pas de chimie, mais sinon, c'est aussi le projet des organisations professionnelles agricoles dominantes, c'est de faire en sorte de fragiliser le pôle le plus orthodoxe, le plus radical, pour rapprocher de la bio d'un mode de production qui soit plus conforme au process industriel quand même. C'est aussi... Derrière tout ça, ce qu'on observe, c'est-à-dire il y a des enjeux aussi de fragilisation du projet politique que porte la bio. C'est-à-dire que ça gêne beaucoup. Moi, pour l'avoir observé en Midi-Pyrénées, les bio étaient anti-OGM. En tout cas, les bio les plus radicaux étaient anti-OGM. Et le conseil régional en avait un peu marre d'avoir ces débats et soutenait plutôt des bio de l'interprofession bio, qui avait une lecture beaucoup plus souple sur le niveau d'exigence du bio et surtout qui voulait un développement des filières AB tel qu'on peut le retrouver dans le conventionnel pour aller très vite. Donc ça, c'est vrai. Et ceci dit, je terminerai là-dessus, chaque pôle propose aussi des formations et des informations qui permettent de satisfaire en fait les différentes fractions d'agriculteurs biologiques qui s'inscrivent dans l'espace professionnel AB. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'on peut aller voir le réseau FNAB et puis trouver des formations en maraîchage, en circuit court, monter des JE, etc. Et aller voir plutôt le réseau CETA ou Chambre d'agriculture, et puis avoir des très très bons techniciens qui te forment sur les grandes cultures, monter aussi du point de vue technique, adapter ses outils pour cultiver tout. Donc on a en fait un espace de formation et d'information qui permet de satisfaire et qui permet aussi d'entretenir cette bipolarisation. Vincent ? Pour aller vite.
Merci. Vincent, en tant que membre de la Confédération paysanne, mais aussi une chambre d'agriculture, comment tu vis ça, toi, ton Oui, je pense que... Qu'est-ce que je pourrais dire comme moi, mon ressenti, c'est vrai que... En fait, l'agriculture biologique, je pense qu'au début, il y a quelques années, quelques dizaines d'années peut-être, c'était quelques paysans très, 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 très convaincus, militants, euh, et qu'au fil des générations, au fil du temps qui passe, il y a beaucoup, beaucoup de, je pense, de nouveaux installés quand même qui convertissent leur ferme en bio. Il y a aussi des nouveaux installés qui sont en bio, hein, vous en avez parlé. Et que les institutions, quand même, regardent l'agriculture biologique avec un regard différent qu'il y a encore 10-20 ans. Ça, c'est clairement évident. Du coup, je pense qu'il y a un peu de ressentiment, c'est évident. Et il y a aussi des attaques assez régulières sur le bio. Le HVE, c'est quand même assez typique. C'est clairement pas du tout un gros cadeau pour l'agriculture biologique, hein. Donc ce truc, ça a été quand même monté pour montrer que les autres faisaient quasiment mieux que nous. Donc bon, bah, quand à ce moment-là, la bio, elle est quand même beaucoup mieux que peut-être aujourd'hui, mais aujourd'hui qu'on a vu le HVE monter dans les rayons grande distribution, même moi qui l'ai vu chez certains cavistes en me disant regarde ce label, tu connais. Évidemment que je connais, je ne vais pas dire ce que j'en pense, mais je le connais. Voilà, donc en fait, on était en... Et pourtant, le caviste, qui est quand même quelqu'un qui s'informe, avait eu l'info que c'était quasiment mieux que ce que je faisais moi, quoi. Donc voilà, il y a eu beaucoup de désinformation. C'est très regrettable. Je pense que ça, évidemment, ça déjoue la sincérité scientifique derrière l'agriculture biologique. Et que du coup, nous, après, on rattrape, on repasse derrière, réexpliquer aux gens ce que c'est l'agriculture biologique. Et finalement, le HVE, qui maintenant va peut-être disparaître, aura été oublié. Mais pendant ce temps-là, il y a des paysans qui ont souffert de cette période-là, et ça a créé le bazar dans la filière. Donc cet exemple-là illustre parfaitement ce qu'on peut vivre en tant que paysan agriculteur bio, vis-à-vis de nos institutions, en fait. Voilà. Adeline, est-ce que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, tu as des observations? Oui, pour essayer de dire quelque chose de différent. Peut-être qu'au niveau local et des territoires, il y a des espaces de dialogue qui se créent, qu'on ne voit pas forcément au niveau national ou dans ce qu'on vient de dire. Je pense par exemple, alors là ça parle d'économie, mais Stéphane m'arrêtera si je me trompe, mais par exemple la crise elle a au moins une vertu, c'est de mettre tout le monde autour de la table. On a un GT performance des exploitations viticoles, il n'y a pas que les bio, mais il y a aussi les bio et qui ont largement leur part dans l'animation de ce groupe de travail, mais aussi la Chambre d'agriculture et tout un tas d'autres professionnels du secteur. Et là, il y a obligation de décloisonner pour le coup, parce que tout le monde a la même problématique et tout le monde et du coup doit se parler et construire ensemble. Donc le partage des problématiques. Et je pense à une autre initiative, notamment par exemple dans les projets alimentaires de territoire, avec notamment les collectivités qui essayent de suivre la loi Egalim, etc. Là, du coup, l'idée, c'est de faire de la place au bio, de chercher du bio, de promouvoir le bio. Et donc, du coup, c'est des espaces aussi où s'engagent sur des territoires où il n'y a pas forcément assez de bio, etc., pour maintenir de l'agriculture au niveau local. C'est des espaces où s'engagent des discussions et des espaces de promotion de la bio aussi. Moi, je crois qu'au niveau local, sur des projets de territoire, il y a matière, en tout cas, à discuter et à faire avancer les choses, peut-être plus que si on le prend dans des grandes masses. Ok. Et alors, est-ce que quand on parle de déconversion aujourd'hui, c'est quoi la réalité de la déconversion? On se parle certes, mais on l'a évoqué aussi, ça faisait partie des petites choses que je voulais qu'on aborde pour parler fragilité, perspective, dans les déçus de la bio, on va dire. Bon, on pourrait déjà le caractériser comme la sortie de la certification et donc du label bio. Justement, il y a une étude qui a été menée qui est en cours par la région Nouvelle-Aquitaine
Et du coup, nous, il était question qu'on travaille aussi sur le volet viticulture biologique. Le problème, c'est d'être capable d'identifier déjà les gens qui sont sortis du label autrement que pour cessation d'activité normale, vente, fusion. Alors déjà, identifier ces gens-là, c'est déjà un gros travail qu'on doit faire. Et ensuite, pour essayer de comprendre pourquoi ils se décertifient, les hypothèses d'études exploratoires qu'on a pu mener tournant autour d'échecs de production, surtout à cause de trop fortes répétitions d'aléas sanitaires, climatiques, dont je ne sais pas dire beaucoup d'autres choses aujourd'hui parce qu'on n'a pas mené au bout les travaux. Nous, qu'on voudrait mener en recherche pour essayer de montrer des régularités. Après, je pense que des témoignages, c'est plutôt mes collègues agriculteurs qui vont pouvoir les donner. Ouais. Est-ce que vous en avez autour de vous? Ouais. Ouais, il y en a. L'expérience que j'en ai, moi, c'est un vigneron qui était en bio, qui s'est converti, qui vend beaucoup en grande distribution. Donc, il y a eu un appel du pied pour le vin bio dans les années 2020, enfin 2017, là, ça a commencé. Pour qu'il y ait du vin bio en grande distribution, donc, alors que c'était vraiment à la marge il y a encore 10 ans, quoi. Donc il y a effectivement mon voisin qui doit avoir un peu plus de 100 hectares, hein. J'en ai 12, donc on n'est pas tout à fait dans le même ordre de grandeur. Et du jour au lendemain, il est passé en bio, hein. Moi-même, quand il m'a dit je passe en bio, j'ai dit non, c'est pas possible. Il m'a dit si. Si, c'est possible. Et puis voilà, la réalité l'a rattrapé, la réalité économique, hein, mais qui n'est pas liée au bio, hein, qui est plutôt liée à la filière, hein, voilà. Aux filières longues et au fait que ce soit des contrats courts et pas du tout Voilà. à long terme. Et le fait est que donc ils ont arrêté en cours de saison, ayant peur de perdre la récolte 2024. Donc du jour au lendemain, ils ont arrêté en pleine saison, donc pour sauver la récolte. Ça, c'était leur argument. Mais bon, ce que j'ai compris derrière, c'est que quand même, il y avait beaucoup de moyens qui étaient mis, notamment sur les traitements, pour vraiment assurer la production, parce que c'est un enjeu hyper fort chez eux. Et donc, ces moyens étaient plus soutenables, en fait, avec la réalité économique. Donc, je pense que c'est un cas qui existe, mais c'est pas la majorité des cas. Et je ne sais plus qui disait qu'il y avait autant de paysans que de fermes différentes, mais je pense que c'est un peu le cas. Ce qui est sûr, c'est que le vin, dans la filière vin, le bio se comporte comme les autres, donc il n'y a pas de sauvetage miraculeux par la bio, quoi. Voilà. Mais là, dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que c'était important pour eux. En fait, là, on est dans le sujet de la performance, de justement à combien je vais perdre et comment je vais éviter. Est-ce que c'est ça qui fait la robustesse de l'exploitation et du modèle? C'est peut-être aussi un changement de perspective dans la manière de concevoir sa production et sa manière de construire sa viabilité. C'est une exploitation assez hybride parce que pour le coup, elle gère elle-même sa filière longue, hein. C'est les commerciaux qui négocient directement avec la grande distribution. Après, c'est une filière qu'ils ont l'air vraiment de bien maîtriser. Quelque part, ils sont revenus aux réponses à des problèmes qu'ils connaissent, c'est-à-dire qui sont celles de traiter, parce que du coup, ils n'ont pas développé cette expertise de comment gérer autrement un problème, problème sanitaire. En fait. Donc, on revient à des solutions qui nous rassurent et qu'on sait appliquer. Donc, c'est-à-dire passer du non-bio à la bio, c'est pas juste comme on irait changer le moteur d'une voiture, de l'électrique au thermique, c'est changer la systémie et du coup anticiper le fait que ça doit être plus englobant. La question qui peut être intéressante après, c'est qu'est-ce qu'ils en gardent. Moi, en tant que chercheur, ça m'intéresserait assez de savoir quelle est la part qu'ils en gardent et comment ça influence quand même leur modèle économique, parce que sans certification, on peut quand même continuer à... Ouais, ça aurait été intéressant d'avoir quelqu'un Après, moi, je discute avec le chef de culture et lui, il en garde le fait d'arrêter la bio. Désolé pour tout le monde, mais il en garde que du positif parce que pour lui, c'est beaucoup moins de stress, pas gérer des équipes le week-end. Donc là, on parle de confort de travail, mais il faut quand même reconnaître que c'est palpable, quoi. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, il travaille plus les week-ends, beaucoup moins. Il traite beaucoup moins. Il traitait énormément, je peux vous dire. C'était assez fou.
Donc ils mettaient quand même beaucoup d'argent sur un objectif de produire en bio, alors que moi, pour le même résultat, j'étais vraiment sur des coûts bien minimes, quoi. Donc voilà, Par contre, si vous demandez aux voisins, ils regrettent fortement le passage au non-bio, quoi, parce que le folpel, c'est quand même pas terrible. Donc oui, voilà, en fait, on regarde un peu ce qu'on a envie de voir, hein, mais bon. Guy, une remarque. Oui, écoutez, des conversions, on a eu quand même en viticulture et en grande culture, surtout en grande culture sur la partie nord de la Nouvelle-Aquitaine. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je pense qu'il y a eu des phénomènes amplificateurs importants. Je pense que les GMS, notamment, parce qu'il y a encore 50% de consommation bio qui se fait en GMS encore, quand même. Il faut le dire en passant. Donc leur impact, il est encore fort. À partir du moment qu'ils ont diminué le linéaire, qu'ils sont désintéressés un peu à la bio, ils ont quand même contribué à la baisse de la consommation, clairement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième qui a aussi joué en grande culture sur circuit long, je ne sais pas s'il y a des représentants des groupes coopératifs ici, donc ils vont se boucher les oreilles. Ils ont aussi contribué quelque part à la déconversion, parce que je pense qu'ils ont été sur les marchés de la bio il y a 3-4 ans quand ça allait bien, et à la première année difficile, ils ont eu tendance à pas toujours chercher à les conserver, ce qui pour moi était quand même un problème, parce que je pense qu'ils avaient quand même investi eux-mêmes dans des outils notamment de stockage, et aujourd'hui ils sont dans la situation de manquer d'une demande supérieure à l'offre dans certains produits. Alors, la conclusion que j'en tire, c'est que peut-être que la filière bio doit apprendre plus de la régulation des marchés, doit apprendre davantage de la contractualisation, qui n'est pas toujours suffisante, à mon avis. Donc c'est peut-être aussi une filière qui doit s'adapter aussi aux conditions de son marché, elle, et non pas établir des comparaisons avec le conventionnel qui en fait ne sont pas les bonnes. Je pense que ce qui a pu être un problème, c'est qu'on a voulu faire de la bio ce qu'était la conventionnelle en termes d'organisation. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc je pense que tout le monde doit se remettre en cause, y compris nous, parce que il y a 2-3 ans, quand les consommations étaient à 2 chiffres, personne ne s'est posé toutes ces questions-là. On s'est posé aujourd'hui parce que c'était compliqué. Mais aujourd'hui, je pense qu'on arrive de faire une chose qui est hyper importante, c'est qu'on arrive à avoir dans une organisation comme la nôtre, des gens qui font du maraîchage, des gens qui font 300 hectares de céréales, des gens qui font de la viticulture, des gens qui font toutes sortes de productions, et en fait, d'autres qui irriguent, d'autres qui n'irriguent pas, et en fait, on arrive tous et toutes dans ce réseau à avoir des consensus suffisants parce qu'on a tous le même objectif, c'est de défendre la bio, en fait. Voilà. Et donc je pense quand même, et Luc ne m'en voudra pas, que si le réseau FRAM n'existait pas et réseau FNAB, la bio, ça serait certainement moins bien défendu, clairement aujourd'hui. Donc nos formations que l'on fait, etc., nos techniciens, ils sont quand même là pour aider. Parce qu'en fait, il y a une chose aussi qui est très importante, et ce qui nous choque aussi, c'est que dans les processus de formation, on n'a pas parlé de la formation agricole. Mais on peut en parler, parce que ça fait partie des quand on voit que la formation agricole en France, il n'y a pas de module obligatoire de la bio, globalement. Enfin, ça paraît dingue, quoi, en fait. Alors que les techniques culturelles peuvent s'appliquer, d'ailleurs, ailleurs que la bio, elles peuvent s'appliquer aussi au conventionnel. Dire passer les bineuses, etc., c'est apprendre ça, à des herbages mécaniques. C'est un outil qui devrait être utilisé par tout le monde, en fait. Pas uniquement par les bio. Pourquoi on ne forme pas les jeunes avec des modules à ça, en fait. Enfin, ça paraît... Voilà. Donc, peut-être que à la demande, je crois que le président de la région, Alain Rousset, a dit qu'il aimerait bien que la région ne s'occupe pas que de l'énergie et des cantines, mais s'occupe aussi de la formation. C'est peut-être lui qui a raison, in fine, parce que ça serait bien quand même que les formations agricoles et la culture biologique soient quand même obligatoires dans la formation agricole. Voilà. Merci Guy. Luc, ouais, au niveau des conversions dans les filières bovins, enfin viande allaitante, on est moins concerné quand même. Nous aujourd'hui, la vraie problématique, c'est les aléas climatiques, et c'est pas le chimique qui va nous permettre d'y répondre. Donc c'est ce qui nous sauve. Par contre, il y a un autre fléau, c'est la désertification.
Aujourd'hui, les viandes, tout est produit sous le cahier des charges bio et c'est commercialisé dans le circuit conventionnel. On a eu la même chose dans le lait, non? Il n'y a pas des choses comme ça dans le lait, la fille. Enfin, ouais, il me semble, il y avait cette histoire aussi. Ouais. Donc voilà, c'est le. Donc on perd quand même du consommateur puisque aujourd'hui les coopératives qui font les deux productions du conventionnel et du bio préfèrent approvisionner leurs clients conventionnels, quitte à perdre un client bio puisqu'il marche moins actuellement dessus. Et un client perdu, demain, si le vent tourne un peu plus en faveur de l'agriculture biologique, il n'y reviendra pas forcément, quoi. Donc ça fait partie des dangers du moment. La décertification. Ok. Le déclassement. Ok. Je pense qu'il est temps d'ouvrir la conversation au cercle qui est autour de nous et à qui je tourne le dos à cet endroit-là. Si vous avez des questions, on va faire circuler un micro. Et là, je vous invite à vous présenter à chaque fois ou venir à la table. On peut faire ça aussi. Ah, pour la captation, exactement. On n'avait pas eu du fishbowl pendant un temps, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, oui, bien sûr. Merci, c'est gentil. Voilà, la place est libre. Qui souhaite venir un peu... Il ne faut pas avoir peur. On va manger personne. Sinon, on mangera en bio. Mais... oui, prenez le micro. Par rapport à l'élevage, dire effectivement que si je parle par exemple de la Gironde, comme la viande n'est pas payée plus cher en bio qu'en conventionnel, et que pour livrer maintenant avec les abattoirs qui s'éloignent, le plus près pour moi c'est Terrasson. C'est donc un bon petit bout de route pour les bêtes. C'est un peu choquant que le groupement des éleveurs girondins ne connaît pas le bio. C'est un peu choquant. Leurs magasins ne connaissent pas le bio. Donc ils sont contents d'acheter, mais pas pour le marqué bio. Ça me choque un petit peu. Et puis pour les fruits et légumes, je note quand même, je livre par exemple Pronadis qui a fermé, une des plus grosses boîtes de la région, le local bio de Mine de Brienne qui a fermé 2 fois, donc impayé sur impayé. Et puis quand même, je livre un réseau régulièrement. Je viens juste de finir la saison là, où quand même je constate que le prix commercial est multiplié par 4 sur le prix qu'on m'achète. Donc vous m'entendez bien, multiplié par 4. Je ne plaisante pas, j'ai toute la preuve à l'appui, de toute la saison. Hein. J'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que vous faites de la vente directe un petit peu quand même ? Alors j'ai passé ma vie à faire de la vente directe, et là, étant donné que je m'en vais vers la retraite, j'ai choisi de ne plus faire de vente directe pour la fin de carrière, donc les biocoop, etc. C'est un loisir de pouvoir livrer plutôt que vendre soi-même, mais il y a cette différence commerciale qui est si importante pour des produits frais qui sont vendus dans la journée. Si je livre la semaine dernière, la fin de la saison des figues, c'est livré le jour, c'est vendu le jour même. Hein. Merci. Pour répondre, ça date d'il y a 2 ans. Hein. J'ai participé à une réunion interbev en section bovine, viande, et il y a un observatoire des marges et des prix où justement on a vu que les prix sortis exploitation, on était similaires au conventionnel, on était kiff bourricot, et que sur les rayons des supermarchés, il y avait 3 € d'écart du kilo. Donc là, naturellement, on lève les yeux, on regarde monsieur Intermarché, on lui demande qu'est-ce qui se passe, et il vous regarde droit dans les yeux en disant qu'il fait sa marge sur ce qu'il veut. Donc, effectivement. Et en aparté, il m'a dit que ses clients ne comprendraient pas si le bio était au même prix que le conventionnel. C'était une façon pour lui de redonner de la valeur. Voilà, on fait ce qu'on veut de la réponse. Et par rapport à la vente directe, effectivement, ça a été une solution pour certains. Il y a des secteurs où les agriculteurs nous supplient de ne plus en parler parce qu'ils se retrouvent en concurrence les uns les autres. Vous savez, quand par commune, il y a un agriculteur qui fait de la vente directe. Le lendemain, il y en a un deuxième qui vient s'installer à côté. Vous avez beaucoup de clients qui sont aussi les voisins qui vont commencer à dire mais à côté, il y a 20 centimes de moins là-bas, il y a 20 centimes. Et là, c'est plus notre métier. Enfin, il faut un maillage en vente directe, mais et même sur les marchés, hein, c'est les maraîchers aussi qui se battent aussi un peu entre eux. Voilà, il y a
Oui, j'entends. Justement, une des caractéristiques aussi des bio, c'est de faire des innovations sociales et techniques, outre la vente directe, les AMAP, pour lesquels ils ont été vraiment partie prenante. Et il y a aussi ces magasins de producteurs qui sont montés. Alors, il n'y a pas qu'en bio, mais une des solutions pour répondre à ce que tu disais, Luc, c'est ces magasins de producteurs qui réunissent, y compris dedans plusieurs producteurs d'éleveurs, hein, et qui vendent voilà, dans des états. Alors, ça demande du temps, ça demande un sacré investissement temporel et financier, mais c'est une des ressources collectives qui sont mises en place aussi pour résister face aux aléas du marché, hein, et qui fait que les bios s'en sortent potentiellement un peu mieux, hein, aussi, parce qu'ils sont plutôt sur des plus petites superficies et ils sont aussi caractérisés par cette qualité des produits qui peut être valorisée à l'échelle locale et la confiance qu'ils instaurent aussi par leur travail de qualité. La chaise est vide, hein. Si vous voulez venir poser des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Xavier, allez, ose venir. Bonjour. Si. Bonsoir. Xavier Planty, à la retraite. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Je crois que le bio ne gagnera la bataille que s'il gagne la bataille du goût. Et on parle beaucoup de qualité, mais la qualité que nous, on perçoit en tant que consommateurs n'est pas la même que celle des distributeurs, qui, eux, parlent normes, qualité normative, normes, calibre, couleur, la carotte toute droite, etc. etc. Je crois qu'effectivement, on aurait intérêt à relancer des concours organoleptiques ou je ne sais pas quoi, faire le concours de la meilleure tomate, de façon à enfoncer le clou pour démontrer que les légumes bio produits dans des bonnes conditions ont une valeur à la fois santé et à la fois gustative meilleure que le reste. Et si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. C'est une grosse organisation. Et puis ensuite, cette qualité gustative, eh bien, je crois que dans l'appellation Bordeaux, sur Bordeaux, on en a la démonstration. À chaque fois que l'on tire vers le bas sur les coûts de production, à chaque fois que l'on tire vers le bas sur l'industrialisation des process, eh bien, on dégrade de la valeur, et cette valeur, elle nous amène droit dans le mur. Ça a été décrit à 17 ans, 18 ans, 15 ans maintenant, par le plan Bordeaux demain, personne n'en a tenu compte, et voilà où on en est. Donc, cette dégustation, cette qualité, c'est une gestion de marque, en fait. Et cette gestion qualitative, eh bien, je crois que c'est le challenge le plus important qu'il y a dans la bio. Qu'est-ce que vous en pensez de cette... Moi, je peux ajouter quelque chose, c'est que le goût, c'est subjectif, et c'est un combat, c'est politique aussi. Donc, c'est-à-dire que quand les industriels vous disent ça c'est bon et ça c'est de la merde, et qu'ils montrent le produit artisanal comme mauvais, eh ben, ils sont plus forts que nous, donc c'est difficile. L'exemple, par exemple, à Bordeaux, enfin, quand on est producteur de vin, on a des comités de dégustation en interne qui dégustent nos vins. Et aujourd'hui, par exemple, si vous faites des vins plus industriels, donc copeaux, il y a tout un tas d'additifs œnologiques, hein, auxquels, par exemple, moi, je me suis dit, c'est quand même débile de s'embêter à produire des super raisins pour finalement ajouter un maximum de trucs. Donc je me suis bêtement dit que j'allais pas les utiliser. Et de ce fait, on s'éloigne en fait du standard qui est érigé comme modèle. On nous dit, non, en fait, c'est pas tout à fait comme on aime nous. Et en fait, c'est vraiment une histoire de goût. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas forcément moins bon. Pour moi, c'est meilleur. Mais là encore, c'est une histoire de goût, donc on peut en parler. Mais là, on peut pas débattre avec eux. Alors, ces organismes-là, c'est nous-mêmes, hein, c'est nous les vignerons. Sauf qu'en fait, on n'a plus le temps de ces trucs-là, surtout en ce moment, je ne vous cache pas. Et qu'aujourd'hui, vendre en vin de France, ce que je fais beaucoup, moi, c'est-à-dire je suis sorti de l'appellation, je vends plus cher qu'en appellation. Et du coup, voilà, cette histoire de goût,
c'est évidemment un point d'accès sur lequel il faut accentuer le point, mais finalement, de l'autre côté, on a quand même là, par contre, une bataille qui est tellement dure à gagner que je ne sais pas si c'est celle-là qu'il faut prendre. Mais... Alors, les productions, c'est pas que le vin, hein, c'est toutes sortes. Et je pense qu'au niveau des légumes, c'est quelque chose et de la viande, c'est quelque chose qui devrait se faire. Je crois que le mouvement One Hills est excessivement important et qu'il faudrait le suivre de près. En matière de vin, c'est pas parce qu'on n'est pas dans la norme bordelaise, américano-bordelaise, que les vins sont mauvais. Et c'est ça qu'il faut dénoncer, il faut savoir le dire. Et aujourd'hui, on a quand même, au niveau de la consommation, une désaffection totale de ce genre de vin. Donc l'espoir est permis. Par contre, il faut que l'on se recense sur les fondamentaux de notre marque et ce qui ont fait la qualité intrinsèque des vins de Bordeaux dans l'esprit des gens depuis des siècles. Et ça, on s'en est éloigné, quoi. Voilà. Bon, après c'est des jugements qui sont complètement personnels, mais quand je vois Médoc sortir Médoc blanc, il se tire une balle dans le pied, quoi. Voilà. Ça, j'en suis persuadé. Médoc, dans l'esprit mondial des rouges, c'est Cabernet Sauvignon, et dans des consommateurs, c'est Cabernet Sauvignon et vin rouge, et c'est ça les fondamentaux de leur marque. Et aller à l'encontre de ça, eh bien, voilà, on se casse la gueule. Voilà. C'est tout le problème des marques. Une marque vous verrez jamais une marque comme Hermès se mettre à faire du prêt-à-porter bas de gamme, quoi. Voilà, c'est exactement. Pourtant, c'est beaucoup moins cher à produire. Beaucoup moins cher à produire. Et si on produit en masse, on gagne autant d'argent. Donc ça, c'est... Comment ? Moins que ce qu'ils doivent gagner actuellement. Oui, ça c'est clair aussi. Mais c'est excessivement important. Voilà. Et se recentrer sur les fondamentaux de sa marque, c'est quand même excessivement important. Mais ça, on est parti dans les marques, on n'est pas parti dans la bio. On n'est pas dans l'ultra-fast. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ça relance le débat de la différenciation en économie. Et quelque part, je pense que c'est difficile si on prend le cas de la viticulture, pour beaucoup de viticulteurs de sortir de l'AOC qui est censé faire ce travail de différenciation pour faire un autre travail de différenciation. C'est celui de la bio, c'est celui du goût, d'un autre goût, moins standard. Du coup, ça lance des débats très intéressants sur comment se différencier économiquement en bio à travers des signaux qui ne sont pas les signaux standards habituels. Sachant qu'au regard de tout ce qu'on a vu ce matin, là, c'est le travail fait par les consommateurs et consommatrices, alors que derrière, il y aurait des injonctions qui seraient guidées par les conditions climatiques, effondrement du vivant, limites planétaires, qui seraient nécessaires d'épouser de manière plus collective pour justement avoir des pratiques plus responsables. Enfin, je sais pas, c'est ce qui me vient. C'est que là, on reste dans un choix drivé par la demande plus que par une offre qui se structure de manière massive. Sauf que si on signale aux consommateurs tout le bienfait de ces systèmes de production, il faut bien qu'en retour, les systèmes de production soient capables de se signaler comme relevant de l'agriculture. Oui, et puis il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'est la robustesse de nos exploitations, de nos fermes. Exploitation agricole, j'aime pas trop ce mot, mais c'est clair et net qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire de la monoculture. C'est terminé. Donc retrouver le système des anciens avec des jouals, des fruits. Moi, je me souviens à une conférence CVB, j'avais préconisé que l'entre-deux-mer arrache 30% de ses rangs de vignes pour mettre des arbres fruitiers à la place, quoi. Bon, ça vous fait rire aussi. Mais ça les a fait rire tous. Mais on aurait une filière pêche de vigne au moment de la fête du vin à Bordeaux, ça aurait autre chose comme gueule que de servir des godets, quoi. Donc je crois qu'il y a énormément de choses à faire. Et de toutes les façons, nos exploitations, nos fermes viticoles autrefois, par exemple, la commune de Saint-Pierre-de-Mons dans les Graves était le premier producteur de cerises de la Gironde, quoi. Hein ? Elle existait. Donc, il faut retrouver, sans compter avec cette diversification, tous les services écosystémiques que ça crée, quoi. Le système racinaire des arbres fruitiers au bénéfice de la vigne, les couverts végétaux, voilà, les fleurs, il y a les vendangeuses, les astères, ce qu'on appelle les vendangeuses. Autrefois, il y en avait partout dans la vigne, quoi.
Hein. Bon, excusez-moi. Merci Xavier. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, suggestions? Oui, venez. C'est terre de liens, je crois. Repéré ce matin. Allez-y. Merci déjà pour tout ce qui a été dit. Alors, je ne suis pas ni agricultrice. Voilà. Donc, j'ai noté 3 questions et interrogations que j'ai envie de vous soumettre. Je ne sais pas, par rapport à des pistes potentielles. Je me disais que comment faire connaître mieux le bio par rapport peut-être à l'éducation des enfants, à l'alimentation saine et gustative, et notamment par l'intermédiaire de la loi Egalim qui prévoit, si je ne me trompe pas, 20% de produits bio dans la restauration collective. Alors je pense aux enfants, mais ça peut être aussi au 3e âge, puisque je suis plus du 3e âge que, que de l'autre côté, mais je pense aussi aux jeunes, aux enfants, aux petits-enfants d'aujourd'hui et de demain. Et je pense que c'est important qu'ils mangent quelque chose de sain si on ne veut pas voir les cancers se multiplier. Après, il y a quelque chose qui a retenu mon attention aussi dans les débats ce matin. J'ai l'impression qu'il y a un slogan qui dit « le bio, c'est plus cher ». Et je me demande quand même si c'est pas véhiculé par le lobby de l'agro-industrie. Parce que c'est vrai, je mange bio, enfin j'essaie. Et si on fait ses courses, je veux dire, au marché ou en AMAP, voilà, moi j'achète des pommes en bioproducteur, enfin dans une AMAP, elles sont très bonnes et elles sont moins chères qu'au supermarché, quoi. Quand je vois les prix du supermarché de pas mal de produits finalement. Voilà, je ne sais pas s'il y a, en entendant là les débats, je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un lobbying de l'agro-industrie pour dire que le bio c'est cher? J'ai l'impression que oui, mais bon, peut-être que je ne suis pas tout à fait. Il y avait le témoignage de Luc avec les pratiques voilà, distributeurs. Et puis la dernière chose dont j'ai pas trop entendu parler depuis ce matin, c'est le départ des agriculteurs, enfin de 50% des agriculteurs en retraite dans les 10 prochaines années. Et comment permettre qu'il y ait encore des paysans, des agriculteurs et des agricultrices demain. Je ne sais pas si vous avez des idées. Et je pense que ce serait intéressant. Alors, Vincent. Moi, j'en ai une. Ouais. Il faut qu'on gagne notre vie. Voilà, c'est tout. Parce que là, vous allez expliquer à des gens de s'installer en agriculture et qui n'arrivent pas à vivre de leur métier, ça ne marche pas. Puis vous allez beau leur dire que c'est un métier génial. Bon, au moment, voilà. Non, vraiment, il faut du revenu. Il faut du revenu. Sans revenu, on ne fera rien du tout. Et là, on a trop grignoté sur les revenus. Il y a les histoires de marge. Tout ça, en fait, tout se regroupe. Et à la fin, c'est toujours le même qui trinque. Ou la même, c'est le paysan, la paysanne à la fin, quoi. Et on a le dos rond. Ouais, ça fait longtemps. Mais bon, là, je crois que si vous voulez des paysans, si vous voulez manger local, si on veut des produits de qualité, etc., ça passe par là, quoi. Sinon, aujourd'hui, c'est impossible. Moi, par exemple, sur mon exploitation, je me dirais, mon fils, il a 8 ans, donc ça va être compliqué, mais bon, imaginons qu'il a 18 ans, je lui dis, ah non, mais vas-y, fais une bonne école fais autre chose, quoi. Donc, il faut qu'il y ait du revenu. C'est obligé. Guy ? Ouais, ça marche, oui. Dans ce débat, en fait, ce qui est intéressant, c'est et que je me suis toujours un peu posé la question quand même, c'est pourquoi un agriculteur en bio qui n'a pas de revenus, il décide d'arrêter, et pourquoi un agriculteur en conventionnel, ça fait 10 ans qu'il n'a pas de revenus, il continue toujours. Des fois, je me suis quand même posé la question, parce que probablement que la relation en revenu n'est pas la même, ou alors il y a un problème peut-être de générationnel derrière, enfin il y a quelque chose derrière certainement qui fait que, je veux dire, il accepte quelque chose conventionnel. Parce que j'en connais qui n'ont pas de revenus depuis 10 ans, et qui sont toujours en conventionnel. Et en fait, ils n'ont jamais fait peut-être l'analyse de leur exploitation, peut-être, pour savoir pourquoi ils n'ont pas de revenus, pourquoi est-ce qu'ils vendent mal, est-ce que les coûts de production sont pas là. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a un déficit un peu partout, en fait. On a un déficit au niveau de la formation, de l'éducation, que ce soit alimentaire ou l'éducation, etc. On a un déficit après, plus tard, peut-être aussi de compréhension. Et en fait, quand vous dites
le bio est plus cher, c'est un slogan qui passe quand même assez facilement partout. Dans les médias, on entend ça régulièrement. C'est faux, parce qu'aujourd'hui, on peut montrer plein d'exemples où c'est faux. Donc il faut arriver à se battre, à dire non, manger bio, c'est pas manger plus cher. Parce qu'à partir du moment qu'on dit ça, derrière ça se cache l'idée de se dire oui, bon, c'est pour 10% de bobos, etc. Donc c'est bon. La bio, il faut que ça s'arrête à 9% de la SAU. Je rappelle aujourd'hui qu'on a l'objectif de la loi, c'est 20%, ou même 21%. On est à 9, ni 10, 9,5 maintenant. Quand j'entendais ce matin 50% de bio, je me dis, des fois on se pose quand même des questions, quoi. Et en fait, le problème de fond qu'on a, c'est que on a des belles idées, on ne met pas ce qu'il faut en face. Et là, aujourd'hui, quand on finance le changement, en fait, on a un problème de pratique agricole, quand même, quelque part, en termes de santé, environnement, etc. Et tout le monde en est convaincu, mais personne ne veut vraiment y mettre les moyens. Déjà, l'État, alors l'État, celui-là comme un autre, hein, parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que tu viens de dire, si vous gagnez plus d'argent en ayant des pratiques culturelles favorables au environnement, favorables à la santé, et que vous en gagnez votre vie, mais tout le monde le fera en fait. Je ne vois pas pourquoi les agriculteurs ne changeraient pas de leur pratique agricole s'ils sont sûrs d'en avoir un revenu supplémentaire en fait. Mais il faut que tout le monde s'y mette. Et là aujourd'hui, il faut réaffecter les aides globalement. C'est un grand sujet, on n'a pas parlé de ça, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais on a 9 milliards d'aides quand même. 9 milliards d'aides, si vous les réaffectez comme il se doit, vous pouvez quand même influencer quand même les changements de pratique agricole. Moi, je pense que, après, c'est de la volonté politique, c'est un autre sujet, mais ça en fait partie. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on a fait les analyses économiques à la FRAB sur différentes productions. Si vous prenez une production comme les grandes cultures, notamment, si vous avez 250 € d'aide à l'hectare pour changer vos pratiques agricoles, les gars les prennent. Si vous leur proposez 100 €, il n'y a personne qui le fait, en fait. C'est pas compliqué. 250 €, on a fait le calcul, ça a mangé 3-4 milliards, quoi. Donc les 3-4 milliards nécessaires pour changer les pratiques agricoles en France, c'est ce qu'il y a besoin aujourd'hui. Et je rappelle que la bio, c'est même pas aujourd'hui, c'est même pas 10% du budget global d'aide à l'agriculture. C'est même pas 10%, c'est 10% de la surface, c'est pas 10%. On est même, maintenant, depuis la suppression de l'aide au maintien, on est à 3-4%. C'est qu'en fait, on a un budget, le budget pour la bio en France, il est inférieur à ce que représente la bio en France, en termes d'aide. C'est-à-dire que si on la ramenait au niveau que ça doit être, et si on veut accélérer la transition, on en a les moyens de le faire, mais on ne veut pas le faire, en fait. Parce qu'il y a de la résistance par rapport à ça. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, et j'en terminerai pour ça, c'est que collectivement, on peut arriver à ça. On a besoin des consommateurs, qui sont aussi des citoyens, qui doivent, quand ils payent leurs impôts, il faut qu'ils sachent à quoi ils servent. Et je pense que je serais eux, j'arrêterai de payer des impôts pour financer une station d'épuration qui coûte très très cher pour dépolluer l'eau. J'arrêterai de payer mes impôts pour des problèmes de cancer qui se développent, etc. Et je pense que là, franchement, on a tous les outils nécessaires pour changer les pratiques agricoles. Et que les agriculteurs qui le font gagnent leur vie. Mais c'est un problème politique. Pour répondre à la question par rapport à la loi Egalim, ça a été la première étape qui est passée. On a réussi à mettre un peu de bio dans les assiettes des enfants. La deuxième étape, et qui il me semble essentielle, c'est de faire la pédagogie qui va avec. Pourquoi on a collé du bio dans l'assiette des enfants ? Et cette étape-là, elle n'est pas faite et il faut qu'on la fasse. Et nous aussi, producteurs, on a notre part de responsabilité, notre rôle à jouer, à faire éventuellement des portes ouvertes, même pour les faire venir dans les écoles, et les parents et les instituts, pour leur expliquer ce qui se passe. Donc, mais aujourd'hui, oui, effectivement, pour moi, à mes yeux, c'est qu'une première étape. Après, pourquoi des fois, ce qu'on produit, c'est plus cher ? Parce qu'en face, on a un marché quand même. Moi, je suis producteur d'agneaux. Aujourd'hui, naturellement, biologiquement, même en 2 mots, ces agneaux-là, il faudrait que je les vende en juillet et août pour qu'ils aient profité de toute la pousse de l'herbe. Le consommateur, moi, c'est APAC qui le veut. Pour sortir de l'agneau APAC, je dois le faire en bergerie. Je n'ai pas le choix. Et dès qu'on est en agriculture biologique, on rentre dans un système, il te faut une bergerie, un aliment que tu produis toi-même, qui te coûte plus cher à produire que le copain en conventionnel, parce que tu dois couvrir ton risque, parce que tu as une production moindre.
Voilà comment on commence à expliquer du surcoût. Et il y a un marché, oui, on peut toujours dire le marché c'est dégueulasse, mais aujourd'hui c'est le marché qui nous achète nos produits. Et si on sort les animaux quand plus personne n'en veut, ça sert à, on ne durera pas longtemps non plus, nous autres producteurs. Hein. On a beau expliquer, ou alors il faudrait qu'on connaisse quelqu'un bien vu pour décaler la date de Pâques, ce serait le tip top. Mais pour expliquer. Sensibiliser. Mais non, mais donc il y a des impasses, il y a la réalité qui nous rattrape régulièrement en fait. C'est ce que je voulais dire. Ça va ? Merci. Et, le troisième question. Oui, j'ai l'impression qu'il y en a une qu'on n'a pas forcément répondu. Oui, celle des départs à la retraite. Peut-être une note positive, c'est que même s'il y a un gros enjeu d'enfants et d'agriculteurs et d'agricultrices qui ont du mal à reprendre, parce que tu l'as évoqué hein, pour plein de raisons, on a 30 à 40% des nouveaux installés qui sont hors cadre familial, les fameux NIMA. Et ça, c'est assez positif parce que malgré tout ce contexte assez morose hein, sur les prix, effectivement, qui ne sont pas rémunérateurs, on a quand même cette nouvelle génération qui arrive et qui viennent aussi avec des expériences nouvelles et qui, espérons, vont permettre aussi de redynamiser un milieu qui est quand même marqué par l'atavisme, hein, c'est-à-dire par une reproduction des intérêts en place, hein, malgré tout. Hein. On peut rappeler le poids de la FNSEA, le poids des lobbies, ça ne mange pas de pain, hein, qui, en haut lieu, à Bruxelles, à Paris et sur nos territoires, là tout proche, manœuvre pour que les choses ne changent pas ou changent en apparence. Hein. Ce qu'on appelle le greenwashing, HVE et compagnie, ça sert quand même aussi à faire en sorte que rien ne change. Et malheureusement, oui, c'est pas très positif ça. Ça, c'était les narratifs qui ont été évoqués ce matin. Hein. Et au-delà du nombre d'exploitants dont on a besoin, enfin essayer de maintenir le nombre, hein, ça reste l'objectif, on va essayer de raisonner aussi en UTH. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable d'être chef d'exploitation. On a des lycées agricoles qui sont pleins, une unité de travail humain. Donc la main-d'œuvre salariée, elle n'est pas du tout à négliger. On a des lycées agricoles qui sont pleins. Tous n'ont pas les capacités ni la volonté d'être chef d'exploitation. Et la main-d'œuvre salariée doit être prise en compte aussi dans le raisonnement. On me fait signe qu'il est temps de faire un tour de conclusion si vous voulez avoir une pause avant la fin de la journée. Donc, sur quoi souhaitez-vous conclure cet échange ? Sur quels mots, quel espoir vous aimeriez qu'on s'arrête ? Prends la parole qui souhaite. Ouais, ce que j'ai écouté depuis ce matin, pour moi, est même plutôt rassurant. En fait, après, moi, je suis un naturel assez optimiste, mais déjà il y a 2 ans, quand il y a eu la crise de la bio, j'ai toujours dit qu'il y avait que ça serait pas très lent, parce que tous les fondamentaux font qu'aujourd'hui, l'agriculture biologique, en fait, on ne peut pas s'en passer en France. Hein, je ne vois pas comment on peut s'en passer. Bon, de là à dire qu'on en fera 50% de bio, j'y crois pas trop non plus, honnêtement. Et ben, je ne suis pas sûr que le marché, les consommateurs, en aient vraiment envie, in fine. Mais je veux dire qu'on ne peut pas le rayer de la carte, en fait. C'est pas possible. Donc, moi, je suis persuadé que les lendemains seront positifs. Parce qu'en fait, on a les techniques culturales, notamment la notion d'agronomie, etc., tout ce qu'on a en bio, en fait, ça s'est un peu perdu depuis des années, même en agriculture conventionnelle, en fait. La chimie a quand même empêché de réfléchir, en fait, à la technique culturelle. Et donc, je pense qu'on a un bel avenir devant nous, à condition qu'on soit... Je pense que le seul frein, pour moi, qu'il y a aujourd'hui, il est quand même il est politique, en fait, parce que je crois que pour satisfaire un certain nombre de demandes syndicales, etc., on est un peu prêt à tout sacrifier. Et ça, je pense qu'on le paiera cher demain si on le fait, en fait. Voilà ma conclusion. Merci Guy, j'ai compris. Politique, mais de l'espoir quand même. Vincent. Moi, je voulais finir en parlant de la résilience de nos fermes en bio. J'espère qu'on survivra à la performance absolue, de faire toujours plus, et avec tous les dégâts
extérieure sur l'environnement, sur la société. Et donc oui, je pense que l'agriculture biologique, c'est clairement le levier de la résilience de l'agriculture française. Donc il faut souhaiter qu'on va le maintenir. Franchement, on est certes en un espèce de plateau, mais on progresse quand même de plus en plus. Moi, je vois dans le vignoble quand même, ça a progressé d'une manière exponentielle, quoi, le bio. Donc écoutez, souhaitons la résilience des fermes et moins de performance. Merci. Benoît? 3 mots, alliance politique et scientifique. Et je pense qu'il y a, pour nous, qui faisons les sciences sociales, mais les agronomes qui sont intervenus ce matin aussi, on a tout intérêt à rendre public nos connaissances et à les diffuser largement aussi, sortir un peu de notre petite tour dorée scientifique pour diffuser plus largement avec le relais des journalistes notamment, comme toi Anne-Sophie, pour que en fait, les connaissances qu'on a sur les vertus de la bio, en termes sociologiques, économiques, environnementaux, de santé publique, on puisse le faire valoir auprès de nos politiques. Parce que je rejoins Guy à 100% là-dessus. On a un moyen qui est en haut lieu de développer la bio. On sait très bien. Ce n'est pas un problème individuel, la bio. Ce n'est pas les problèmes des consommateurs qui ne consomment pas bio. Il faut arrêter de se frapper. Ouais. Et il faut continuer à soutenir nos politiques publiques pour que ça aille dans ce bon sens. Donc nous, en tant que sociologues et économistes, on a tout intérêt aussi à faire valoir nos connaissances à ce niveau-là. Très bien. Nous, producteurs, on sait qu'on va dans le bon sens. Les attentes sociétales sont là. Il n'y a plus qu'à ce que les politiques et les consommateurs, quand même, osent, comme nous, on a osé un jour produire bio, et à eux d'oser consommer et soutenir le bio. Merci. Oui. Et Adeline? Et Benoît a raison, je pense qu'on a notre part à faire en tant que scientifique en renouvelant aussi nos pratiques de recherche, parce que le bio, ça nous interroge aussi là-dessus pour faire démonstration, parce qu'il y a quand même cette idée de démontrer toujours que ça marche. Mais ce que je retiens, moi, c'est que pour répondre aux enjeux, c'est un modèle incontournable et que la journée, notamment avec les scénarios de transition, nous permet de voir là où on ne voudrait pas aller. J'espère qu'on est plusieurs à s'être dit non, au secours, pas ça, devant certains scénarios ce matin. Et que du coup, voilà, il faut continuer à les communiquer et y travailler dessus, parce que les scénarios, c'est le meilleur moyen d'éviter d'arriver là où on ne veut pas aller et de mettre en place des politiques publiques pour ça. Donc, continuons. Eh ben, on va voir ce qu'ils nous ont concocté dans l'autre atelier d'écriture de récits inspirés par les scénarios vus ce matin. Merci à tous les 5 pour ces éclairages. Bon courage pour tout. On espère en effet que ça va aller mieux et de mieux en mieux.